Bonjour, je suis Ishrak Nourelak et aujourd'hui je prends la parole pour dire une vérité qu'on ne peut plus ignorer. En 2019, la CAQ a adopté la loi 21, une loi qui ne protège pas la neutralité de l'État, mais qui divise plutôt la société. Elle ne se limite pas à un simple texte juridique. Elle a exclu, elle a blessé et surtout elle a envoyé un message clair. Certaines personnes seraient moins légitimes que d'autres dans l'espace public. Et ce sont surtout des femmes qui en payent le prix. Des femmes musulmanes compétentes, formées et qualifiées se sont vues refuser le droit d'enseigner. Des stages leur ont été fermés. Des étudiantes ont abandonné leurs rêves avant même de les commencer. Derrière ces refus, il y a de l'anxiété, des rêves abandonnés et un profond sentiment d'injustice. Et cela va bien au-delà des enseignantes. Ce sont aussi des orthopédagogues, des TES et des éducatrices en garderie. Ce sont des femmes essentielles à notre société qu'on empêche aujourd'hui de travailler dans nos écoles et dans nos garderies. Ce sont des femmes compétentes et présentes qui veulent contribuer. Pourtant, ce même gouvernement soutient que les femmes ne devraient jamais se faire dire « ne vous faites jamais dire qu'un métier n'est pas pour vous ». Mais au lieu de faire une place, on tente de les effacer. Au lieu d'apaiser les tensions, le gouvernement de François Legault a choisi de les accentuer en renforçant la loi 21. Il a imposé la clause dérogatoire pour contourner les protections des droits fondamentaux. Il a maintenu et élargi les interdictions. Ce n'est pas de la neutralité, c'est une exclusion légalisée. Aujourd'hui, la question n'est plus juridique, elle est morale. Quel message envoie-t-on à nos enfants quand on dit à certaines femmes « vous pouvez être compétente mais pas visible, vous pouvez être qualifiée mais pas être acceptée ». Une société qui demande à ses citoyennes de choisir entre leur identité et leur carrière n'est pas une société juste. Alors aujourd'hui, après 6 ans d'exclusion, nous refusons de nous taire. Nous refusons d'être invisibilisés et nous refusons qu'on décide à notre place qui a le droit de contribuer à cette société. Parce que nous sommes là, parce que nous sommes compétentes et parce que nous n'irons nulle part. Nous ne sommes pas un problème à régler, ni une exception à tolérer. Nous sommes des citoyennes à part entière. Et l'histoire nous l'a appris. Chaque fois qu'on a voulu exclure, réduire ou faire taire des femmes, elles ont fini par se lever, par se faire entendre et par changer les choses. Alors retenez bien ceci. On peut adopter des lois pour nous freiner, mais on ne pourra jamais arrêter ce que nous représentons. Parce que notre place, nous ne la négocions pas, nous la prenons. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Stephen Brown, PDG du Conseil national des musulmans canadiens. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de ce qui est sans doute l'affaire juridique la plus importante de notre génération. Un nombre record de parties est rassemblé ici à la Cour Suprême du Canada pour plaider au cours de la prochaine semaine un dossier qui va établir un précédent ayant un impact sur les droits et libertés garantis par la Charte à tous les Canadiennes et à tous les Canadiens. Les enjeux qui ne pourraient pas être plus élevés. La décision que rendront les juges de la Cour suprême sur la loi 21 déterminera en grande partie si le Canada va continuer d'être la démocratie libérale enviée dans le monde entier, ou quelque chose de moins, quelque chose que nous ne pouvons nous permettre d'accepter. Née de la crise des accommodements raisonnables à la fin des années 2000, la loi 21 représente la première fois qu'un parti politique a réellement réussi à tirer profit du débat de plus en plus acrimonieux sur la place des minorités religieuses visibles dans la société québécoise. Cela a conduit à la création de la loi 21, une loi profondément polarisante qui promettait d'empêcher les citoyennes et les citoyens portant des signes religieux visibles d'accéder à certains emplois en donnant au gouvernement des pouvoirs sans précédent pour réglementer la pratique religieuse et l'apparence de ses citoyens. L'impact voulu était clair. En politisant ouvertement la laïcité pour diviser les Québécois entre une minorité à réglementer et une majorité à servir, la coalition Avenir Québec cherchait à créer le clivage politique qui lui permettait de consolider le pouvoir comme parti politique naissant en vue des élections provinciales en 2018. Et cela a fonctionné. En promettant d'utiliser de manière préventive les pouvoirs extraordinaires de la clause dérogatoire, la CAQ a démontré que les gouvernements pouvaient tout simplement ignorer les libertés fondamentales de leurs propres citoyens d'une manière politiquement avantageuse. Et comme on pouvait s'y attendre, cela a eu des conséquences à la fois désastreuses et prévisibles. Comme le soulignait justement le célèbre philosophe politique Montesquieu il y a 300 ans, c'est une expérience éternelle que tous les hommes qui ont du pouvoir aient porté à en abuser.
Une fois que le précédent de la politisation des droits est posé, il ne reste pas confiné. D'autres gouvernements peuvent s'en servir pour élargir la portée et cibler qui ils veulent et quand ils le veulent. Et c'est exactement ce que s'est produit. Le Saskatchewan a adopté une loi restreignant les droits des jeunes LGBTQ. L'Alberta a fait la même chose. L'Ontario a menacé d'utiliser la clause dérogatoire pour imposer une convention collective aux enseignants. Et l'Alberta l'a réellement fait. Même au niveau fédéral, le chef de l'opposition a promis d'utiliser la clause dérogatoire pour modifier unilatéralement le code criminel. Ce faisant, les politiciens du pays entier sont en train de dire aux Canadiens que les droits inscrits dans la Charte ne sont plus garantis, mais conditionnels. Conditionnels à savoir si nos intérêts s'alignent ou non avec leurs intérêts politiques. Cette situation n'est pas tenable. Si les politiciens reçoivent un chèque en blanc pour ignorer nos droits, garantis par la Charte, ça va modifier fondamentalement la relation que nous, les Canadiens, avons avec notre gouvernement. C'est déjà le cas pour les Québécois de confession musulmane. Regardez Ishra qui ne peut plus être enseignante. Aujourd'hui, on a la loi 94. Il y a des dizaines de femmes qui ont perdu leur emploi. Et la loi 9 prévoit s'attaquer aux éducatrices. C'est où que ça va arrêter? Tout comme pour les Québécoises de confession musulmane, si nous ne réglons pas ce problème, d'autres Canadiens devront regarder par-dessus leur épaule pour voir quelle nouvelle loi viendra retirer leurs droits, comme la liberté de culte ou la liberté d'expression, ou des droits juridiques comme le habeas corpus. Notre assurance juridique ne sera plus une caractéristique de l'État de droit, mais une fonction de ceux qui sont au pouvoir. Dans ce scénario, chaque élection devient existentielle et le patronage politique remplacera la bonne politique comme critère de qui devrait accéder au pouvoir politique. En résumé, parce que les lois qui protègent certains Canadiens sont les mêmes lois qui protègent tous les Canadiens, la loi 21 ne concerne plus seulement les droits des minorités religieuses au Québec. Il s'agit de quelque chose de bien plus fondamental que cela. À l'avenir, continuerons-nous, en tant que Canadiens, à vivre dans un pays où les politiciens doivent rendre des comptes à nous, les citoyens, ou serons-nous désormais les citoyens à devoir rendre des comptes à nos politiciens? Où nous aurons plus de droits, mais seulement les permissions que nos politiciens choisiront de nous accorder. Et peu importe qui vous êtes ou où vous vivez, ce n'est pas un futur que nous pouvons accepter pour notre pays. English? Okay. Good morning. Today we're here to talk about what is arguably the most consequential court case of our generation. A record number of parties are gathered here today at the Supreme Court of Canada to litigate a case over the next week which will set a precedent impacting the charter rights and freedoms of every Canadian. The stakes couldn't be higher. The decision that the Supreme Court justices will render on Bill 21 will in large part determine whether Canada continues to be a liberal democracy that is the envy of the world or something less, something that we cannot afford to accept. Born out of the reasonable accommodation crisis at the end of the 2000s, Bill 21 was the first time a political party really managed to capitalize on the increasingly acrimonious debate on the place of visibly practicing religious minorities in Quebec society. This culminated in Bill 21, a deeply polarizing law that promised to bar visibly religious citizens from accessing certain jobs by giving government the unprecedented powers to regulate the personal religious practice and appearance of its citizens. The intended impact was clear. By brazenly politicizing secularism to divide Quebecers into a minority to be regulated and a majority to be served, the CAQ sought to create the political wedge that would allow the nascent party to consolidate political power leading up to the 2018 provincial election. And it worked. By promising to preemptively use the extraordinary powers of the notwithstanding clause in the federal charter, the CAQ demonstrated that government could simply disregard the fundamental freedoms of our own citizens in a way that could be politically advantageous. And as one would expect, this has had both disastrous and predictable consequences. As the famous political philosopher Montesquieu astutely pointed out 300 years ago, constant experience shows us that every man invested with power is apt to abuse it. Once the precedent of politicizing rights is established, it does not stay constrained. Other governments can adopt the same logic, expanding the scope of who can be targeted and when. And that is exactly what happened. Saskatchewan used a notwithstanding clause to pass a law restricting the rights of LGBTQ youth. So did Alberta. Ontario threatened to use a notwithstanding clause to impose a collective agreement on teachers.
and then Alberta actually did it. Even at the federal level, the leader of the opposition promised to use the notwithstanding clause to amend the criminal code unilaterally. Through this new unfettered use of the notwithstanding clause, politicians around the country are sending a clear message to Canadians that their charter rights are no longer guaranteed. They are conditional. Conditional on whether our interests align with their political interests. This situation is not tenable. If politicians are given a blank check to disregard our charter rights, it will fundamentally change the relationship we as Canadians have with our own government. If we don't deal with this, just like Muslim Quebecers, more Canadians will soon be watching over their shoulder to see which new law is coming to take away their charter rights, like freedom of religion or freedom of expression, or even legal rights like habeas corpus. Our legal security will no longer be a feature of the rule of law, but a function of who is in power. In that scenario, every election becomes existential, and political patronage will replace good policy as a measure of who should ascend to political power. In short, because the laws that protect some Canadians are the same laws that protect all Canadians, Bill 21 is no longer just about the charter rights of religious minorities in Quebec. It's about something much more fundamental than that. Going forward, will we as Canadians continue to live in a country where politicians are answerable to us as citizens, or will we as citizens be answerable to our politicians? Where we don't have rights, we'll just have the permissions that politicians choose to give us. And regardless of who you are or where you live, that is not a future that any of us should accept for our country. Thank you. Good morning. My name's Howard Sapers. I'm the Executive Director of the Canadian Civil Liberties Association. Today we're at the Supreme Court of Canada to challenge the constitutionality of Quebec's Bill 21. Since 2019, Bill 21 has barred public employees, including teachers and police officers, lawyers, or judges, from wearing visible religious symbols. What was originally presented by Quebec as being benign over the last 7 years has resulted in clear and well-documented discrimination. Bill 21 does not advance neutrality. It targets people of faith. In practice, the law excludes Quebecers who practice particular religions, most visibly Muslim women, but also members of the Sikh and Jewish communities, and it bars these people from full participation in public employment and public life. The government's recent moves to expand this approach to other sectors, such as early childhood education, only deepens this exclusion. In a democracy, no one should be forced out of their profession because of their religion. We are asking the Supreme Court to reaffirm that fundamental freedoms, the freedom of expression, the right to equality, freedom of religion, these cannot be overridden for political or ideological reasons. Our challenge also raises a broader constitutional question. There must be limits on the use of the notwithstanding clause. If the clause can be used without meaningful constraint, courts could be rendered powerless, even when government sought to legalize grave injustices. That is not the Canada we should accept. Beyond the legal arguments, there is a moral and political question for the people of Quebec and Canada. Will we tolerate elected officials invoking the notwithstanding clause to knowingly deprive identifiable groups of their rights, or will we insist on clear and principled guardrails? The answers we give will shape the society that we pass along to the next generation. The CCLA asks the Supreme Court to confirm that constitutional protections matter and that the notwithstanding clause is not a blank check. Thank you.
Bonjour à tous, je m'appelle Anaïs Bussière-McNicol, je suis directrice du programme des libertés fondamentales et porte-parole Québec à l'Association canadienne des libertés civiles. La CLC est fière d'être devant la Cour suprême du Canada aujourd'hui pour contester la constitutionnalité de la loi sur la laïcité de l'État du Québec. Depuis 2019, c'est une loi qui interdit à certains employés de l'État, notamment des enseignants, des policiers, des juges, des avocats, de porter des signes religieux visibles au travail. Près de 7 ans après l'adoption de cette loi, ces effets ne sont plus simplement théoriques, ils sont amplement documentés. Malgré tout, le gouvernement québécois persiste et signe et a récemment étendu la portée de la loi 21 à d'autres travailleurs, soit tout le personnel des écoles publiques et même potentiellement ceux des centres de la petite enfance et des garderies subventionnées. Contrairement à ce que le gouvernement québécois prétend, la loi sur la laïcité de l'État ne favorise pas la neutralité de l'État vis-à-vis de la religion. Au contraire, c'est une loi qui cible certaines religions et exclut de certains secteurs publics les Québécoises et les Québécois qui pratiquent cette religion, particulièrement les femmes musulmanes. La CLC, elle est devant la Cour suprême du Canada aujourd'hui parce que dans une démocratie, personne ne devrait se faire demander de choisir entre son droit de pratiquer sa profession et sa foi. C'est un enjeu qui n'a rien à voir avec le narratif Québec versus Canada que le gouvernement québécois tente d'imposer. Les libertés de religion, d'expression, le droit à l'égalité, ce sont tous des concepts profondément québécois. Ils sont bien ancrés dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne depuis 1975. La CLC est aussi devant la Cour suprême pour sonner l'alarme quant à l'usage croissant de la clause dérogatoire pour priver certaines communautés de leurs droits. Si on suit la logique du gouvernement québécois, il n'y a rien qui empêche un gouvernement d'utiliser la clause dérogatoire pour légaliser la torture, criminaliser le discours qui est critique du gouvernement au pouvoir ou bannir l'avortement. Donc, notre contestation de la loi sur la laïcité, elle va bien au-delà du contenu précis de cette loi-là. C'est vraiment l'avenir de notre régime de protection des droits et libertés qui est en jeu. La CLC va demander à la Cour suprême du Canada de confirmer qu'il y a des limites à la manière dont la clause dérogatoire peut être utilisée par les gouvernements et que ces limites-là, elles sont ancrées dans notre architecture constitutionnelle. Enfin, le débat qui s'amorce aujourd'hui s'inscrit dans une conversation plus large au sujet de la clause dérogatoire. Peu importe la décision de la Cour suprême, c'est une clause qui va continuer d'exister et certains gouvernements vont continuer d'être tentés de l'utiliser. On doit résister à la tendance croissante qu'ont certains gouvernements de normaliser l'usage de la clause dérogatoire et de banaliser l'érosion de certains principes démocratiques de base. Au-delà du débat strictement juridique, c'est à la population, qu'elle soit québécoise, qu'elle soit canadienne, qui va revenir de se positionner quant à la légitimité politique et la moralité de l'utilisation de cette clause-là. Est-ce qu'on va tolérer que des élus invoquent cette clause-là sciemment pour priver certains groupes de leurs droits? Ou est-ce qu'on va exiger que nos gouvernements balisent clairement le recours à la clause dérogatoire? Les réponses que collectivement on va apporter à cet enjeu-là vont définir notre société de demain. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Angad Singh avec l'organisation mondiale Sikh. My name is Angad Singh with the World Sikh Organization of Canada. J'aimerais commencer par clarifier que pour les Sikhs, la foi n'est pas quelque chose qu'on peut simplement laisser au vestiaire. C'est une partie intégrante de notre identité. Aucun enfant qui rêve de devenir enseignant, policier ou fonctionnaire ne devrait se faire dire son identité lui ferme la porte des services publics de sa propre communauté. Des lois comme la loi 21 forcent des gens à choisir entre leur métier et leur identité. C'est un sacrifice qu'on ne devrait jamais exiger d'un citoyen canadien. Et ce n'est pas seulement un enjeu qui touche les Sikhs ou les musulmans, et ce n'est même pas une question de religion, c'est un enjeu canadien. Et si on peut retirer les droits d'un groupe aujourd'hui, c'est l'ensemble de nos libertés qui est menacé demain. La décision de la Cour suprême ne touchera pas seulement le Québec. Elle va changer l'avenir de tous nos droits et nos libertés dans tout le pays. On doit être clair que le type de Canada dans lequel on veut vivre, c'est quoi? On compte alors sur la Cour pour défendre les libertés fondamentales et les droits humains qui sont les assises de ce pays. So I'd like to begin by clarifying that for a Sikh, faith is not something we can just leave at the door. It is an inseparable part of who we are. It is the fabric of our very being. No child who dreams of becoming a teacher, a police officer, or a public servant
should be told that their identity disqualifies them from serving their own community. Laws like Bill 21 force individuals to choose between their profession and their identity, something no Canadian should ever be asked to do. And this isn't just a Sikh or a Muslim issue, this isn't even a religious issue. This is a fundamental Canadian issue. When rights can be stripped away from one group today, just because of who they are, it could happen to anybody tomorrow. The Supreme Court's decision won't just impact Quebec, it's going to shape the future of rights and freedoms for every single Canadian. And if Bill 21 is allowed to stand, it creates a second-class citizenship in our own communities. So we have to ask ourselves, what kind of Canada do we want to live in? We hope that the court will uphold the fundamental freedoms and the human rights that form the very foundation of this country. Ça va aider un peu, mais... How's that? Just got a little too much sun there. Good morning. I'm Joe Artona, Chair of the English Montreal School Board. We find ourselves this morning in one of the most important buildings in our country, one of the most important buildings in our nation's history, ready to make history. Why are we here? We're here because Muslim women are not second-class citizens. We're here because Muslim women who choose to teach should not have to choose or be forced to choose between her conscience and her career. We're here because as school boards, we should have the right to hire the teachers that we deem qualified without arbitrary restrictions like whether someone chooses or not to wear a religious symbol. A restriction that has no bearing on the quality of education that students receive in the classroom. We're here to remind the country why the Canadian Charter of Rights and Freedoms matters. It matters because it was always intended to protect minorities from the tyranny of the majority. It's important to remind our elected officials of that as well. Politicians will always fall into the trap of representing the majority, even when it hurts the minority and when it violates their rights, which is why we're not in front of Parliament or the National Assembly, but we are here in front of the Supreme Court of Canada because the court is supposed to represent something greater than that. The court represents our nation's soul and our conscience. And we find ourselves here because our conscience cannot allow a discriminatory bill like this to stand. And until it is struck down, the fight must carry on. Every citizen is equal under the law. It is the foundation of this country's principles. There can be no second-class citizens in the Canada and Quebec that we grew up to recognize. Thank you. Yeah, we're going to do a Q&A period now. Are you part of the same group? No. Okay, we'll just finish this group and then we'll... Yeah, so step forward, please, just close to the mic so the question. en anglais, en français. Can you get a sense of whether or not there has been, I've been reading that it's possible that Muslim women have been disproportionately impacted because of the number of teachers there are. Is that true? Can you get a sense of that? I can tell you the evidence that we collected shows that the only people that have been impacted from this bill for teachers or any school personnel have been Muslim women, 100%. How many? Wouldn't be able to give you an exact number. You have to also keep in mind that many women know in advance that they wouldn't be able to be hired if they choose to wear a religious symbol and have simply chosen not to apply. And so whatever numbers there are, you have to keep in mind that the real numbers are inflated. Thank you. Thanks, everybody. Just say your name and the group Yeah. you're with. Thank
Thank you. Bonjour, je m'appelle Mandana Javan, je suis une citoyenne d'origine musulmane. Je suis d'origine iranienne, donc je suis née dans un pays musulman au moment, à la même année que la révolution islamique. Donc, j'ai eu la vie, mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse, dans un système d'éducation qui était fortement, avait le but de réislamiser les enfants. Ça me fait tant mal de voir qu'ici, nos intellectuels, nos avocats sont en train de réduire moralement puis intellectuellement le sujet à un sujet politique. Je suis partisan d'aucun parti, je ne suis pas une caquiste, je suis juste une femme musulmane, comme 90% des femmes musulmanes au Québec, peut-être même au Canada, qui se sont exilées justement à l'Occident pour pouvoir en profiter des bases civilisationnelles occidentales pour qu'ils ne soient pas obligés de vivre ce qui a été un peu imposé à elles à cause de certains partis d'enseignement et des principes misogyniques d'une religion prosélyte comme l'islam. Ça me fait profondément mal de voir que même les Juifs qui ont une religion non prosélyte, ils vont passer par protéger le hijab, qui est un signe d'imposition misogyne, anti-femme, pour quelque part protéger leur propre signe religieux, tandis qu'on sait que le judaïsme n'est pas prosélyte, donc on ne va pas forcer les enfants à l'école de changer de religion. Je vois qu'il n'y a pas d'intérêt, malheureusement, pour écouter mes paroles, mais je tiens quand même à dire aussi un message en anglais. Hi, I'm Mandana Javan. I'm a Canadian citizen and originally from Iran. I'm Muslim, and no one can tell me that I'm not Muslim because I'm not respecting some codes. It's something between me and my God, according to my religion. But I'm here to let you know that in a proselytism religion like Islam, I'm just talking about Islam because this is the only religion that I know. This is a very bad sign that we start to convert kids in daycares, in schools, because I lived that in Iran and I know how does it work. Since 14 years, I'm an activist for laïcité, like other Muslim women like Fatima Abu Bakr, Nadia El Mabrouk, and many other Muslim women. We are so sad to see that this Catholic or Christianity way of being all the time nice, how it's gonna pay a big price for our kids who are gonna force in our schools, especially the kids from Muslim families, that if they don't do Ramadan, if they eat with their friends at McDonald's, which is haram, which if they don't put hijab, they have no place in society. That's why we became the activists for laïcité, and I hope really that with what's going in Iran, what's going in international, we see all this effect, that we can think about the reality of Islamism, which is not the same as Sikhs, which is not the same as Judaism, as Christianism. Thank you.